ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dumunya boledi. Les célèbres affaires judiciaires sont d'inépuisables sujets de reportages ou d'émissions télévisées. Cet arrêt nous offre l'opportunité de revenir sur les notions d'injure et de diffamation envers une personne ou la diffusion de fausses informations de la vie privée d'une personne. Ce qui fait qu'on est parti voir M. Ndiaye, professeur, juriste et consultant, pour nous éclairer sur ces notions qui sont un peu méconnues par la population sénégalaise, mais aussi ce qu'en dit la loi et les sanctions qu'encourent les personnes qui sont responsables de ces crimes. D'autant plus que le président de la République du Sénégal, M. Diomaye Diakhar Faye, fait de la justice transparente une priorité. Avec son initiative de réformer et de moderniser la justice, d'où l'assise nationale qu'il a organisée, qui a commencé ce 28 mai dernier et qui va se terminer ce 4 juin. Bonsoir, chers internautes de Kéwoulo TV. Ravi de vous revoir. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ibrahim Ndiaye, qui est enseignant, juriste et consultant. M. Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Madame Faye. Alors, nous allons parler avec vous de la situation actuelle du pays, mais avant ça, nous allons revenir un peu en arrière, allant de l'arrestation de Ousmane Sonko et de l'actuel président, M. Diomaye Diakhar Faye, mais aussi de leur libération. En tant que professeur de droit et juriste, qu'en pensez-vous de... Oui, c'est un très grand plaisir déjà de vous recevoir ici et de me donner l'opportunité déjà de vous accompagner aussi dans le cadre du travail que vous faites au niveau de Kéwoulo TV. Je vous souhaite vraiment plein succès par rapport à cela et j'encourage votre directeur dans cette dynamique qui est d'accompagner aussi les journalistes dans leur formation. J'en sais quelque chose parce que je le reçois dans mes amphithéâtres et il apporte énormément de choses dans la formation donc, des journalistes. Par rapport à votre question maintenant, je dirais tout simplement en tant qu'observateur qui ne fait pas de la politique et intellectuel, juriste de surcroît, que nous sommes dans un pays qui en réalité donc mérite d'être respecté à travers l'Afrique, à travers juriste de surcroît, que nous sommes dans un pays qui en réalité donc mérite d'être respecté à travers l'Afrique, à travers le monde. Nous avons administré donc une leçon de démocratie, mais surtout de solidité de l'état de droit et de la vivacité donc de nos institutions. C'est cela qui nous a amené à traverser effectivement ces deux périodes que nous avons vécues et dans le calme. Jusqu'à présent, chacun va qu'à ses occupations. C'est ce que j'avais dit dans une télévision étrangère. J'avais dit que ne vous en faites pas, le Sénégal va organiser ses élections et le lendemain, tout le monde ira au travail. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, ici, je pense qu'il y a eu effectivement une confrontation ou des confrontations entre des camps opposés sur le plan politique. Ça se passe comme cela partout. Ce que les gens ont décrié au Sénégal, on l'a vécu dans d'autres pays avec une gravité extraordinaire, même en Europe. Et effectivement, le Sénégal n'était pas une exception. Avoir une opposition qui s'oppose, un pouvoir qui gouverne et qui cherche à maintenir le pouvoir, un peuple à conquérir, à convaincre, tout cela, c'est le jeu politique. Maintenant, la justice existe. La justice ne doit pas bouger, ne doit pas trembler. L'état de droit doit être solide. À partir de là, toute personne maintenant qui commet une infraction va faire face à la justice et c'est cette justice-là qui va juger. C'est cela que nous avons vu des gens qui étaient dans la rue, qui ont eu un certain comportement, qui étaient en porte-à-faux avec le droit, qui ont été arrêtés, qui ont été envoyés donc en prison. À partir de là aussi, c'est l'exercice du droit qui les a sortis de là-bas. Le peuple s'est exprimé. Ceux qui étaient dans l'opposition sont arrivés donc au pouvoir. Il faudra qu'ils sachent que nous sommes dans un état de droit. Ils étaient dans l'opposition hier, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Demain, ils vont se retrouver dans l'opposition, un autre sera là et le Sénégal va continuer, ses institutions continueront. C'est l'état de droit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à l'entame de mon propos que nous avons administré, non pas à l'Afrique, mais au monde entier, une leçon de démocratie qui fait que même si le Sénégal est un tout petit pays, il doit rayonner à travers donc, la maturité de son peuple et de ses institutions. Alors, est-ce que toutes ces arrestations étaient fondées?
juridiquement parlant, ou bien sur le terme du droit, exactement? Bon, Est-ce qu'il y avait s'il y avait des arrestations qui étaient fondées? Bon, de toutes les façons, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Ce que je sais, c'est que je suis un juriste. Et quand on vient me dire que telle personne a été arrêtée, je ne demande pas, je ne pose pas de questions par rapport à qui l'a arrêté. Je dis qu'est-ce qu'il a fait. Parce que je me suis dit que de toutes les façons, tout le monde n'a pas été arrêté. S'il s'agit donc de l'opposition, tous les opposants n'ont pas été arrêtés. S'il s'agit des membres de l'opposition, tous les membres de l'opposition n'ont pas été arrêtés. C'était certains qui étaient arrêtés et d'autres pas. C'est la raison pour laquelle je dis qu'à chaque fois qu'on arrête une personne, moi, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et pour que cela soit effectivement bien éclairé, il faut qu'il y ait un procès qui est juste et équitable, en contradictoire. Dans le cas d'un procès comme je l'ai dit, la défense sera là pour se défendre. Et maintenant, le ministère public sera là pour poursuivre. Nous, en tant qu'observateurs, on saura qui a fait quoi, quelles sont les pièces à conviction, quelles sont les preuves. À partir de là, on pourra savoir si la personne a fait ou n'a pas fait. Mais je ne peux pas, et rien ne me permet de dire que la personne qui a été emprisonnée n'avait rien fait. Rien ne me dit non plus que la personne qui a été emprisonnée avait fait quelque chose, d'où la présomption d'innocence. C'est la raison pour laquelle je parle donc d'un procès juste et équitable. C'est uniquement un procès qui peut permettre à l'observateur de savoir si celui qui est jugé a fait ou n'a pas fait. Est-ce que ces procès étaient justes et équitables, selon vous? Non, je ne suis pas là pour décider ou bien pour faire le commentaire donc d'une décision de justice. Quand la justice fonctionne, même s'il y a des erreurs de la justice, celui qui est jugé, de par le caractère extérieur de la règle de droit, donc doit subir cette décision-là. Maintenant, il y a des voies et moyens pour contester la décision qui a été prononcée. Quand vous êtes jugé en première instance, vous avez la possibilité donc d'interjeter appel. Vous interjetez appel, vous êtes débouté, vous êtes libre donc d'introduire un pourvoi en cassation. Dans ce cas, la Cour suprême va faire son travail. Quand on arrivera maintenant au stade où l'on parle donc d'autorité de la chose jugée, on ne pourra plus en parler. Que ça soit juste ou injuste, de toutes les façons, c'est la décision de justice qui sera appliquée. Élu depuis presque 2 mois, les mesures prises par le président Diomaye Faye, notamment avec la reddition des comptes et la suppression de certains décrets, êtes-vous rassuré par rapport à ces décisions? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces décisions? Bon, de toutes les façons, un gouvernement qui vient de s'installer doit chercher d'abord des repères. Les repères, maintenant, il ne peut les avoir qu'après avoir fait un état des lieux. Un état des lieux, c'est de savoir qu'est-ce qu'on lui a transmis. Qu'est-ce qu'on lui a transmis? Une fois qu'il y aura maintenant une bonne photographie de tout ce qui lui a été laissé, le gouvernement pourra, à partir de ses propres mesures, de ses intentions, c'est-à-dire de ce qu'il entend faire pour le pays, maintenant s'appuyer sur des décisions assez claires pour effectivement dire aux gens, voilà ce que je vais faire. Maintenant, en parlant de reddition des comptes, ce n'est pas politique, hein, ce n'est pas politique. Allez dans toutes les règles de conduite sociale. On vous dit clairement que tout ce qui vous a été confié arrivera un jour où on vous demandera comment est-ce que vous en êtes occupé. C'est ça la reddition des comptes. Vous êtes par exemple une femme, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes chef de famille. Devant Dieu, vous allez rendre compte de votre attitude par rapport à cette responsabilité-là qu'il vous avait confiée. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme vous et qui n'ont pas eu la chance d'avoir un mari et d'avoir des enfants à gérer. C'est ça la reddition des comptes. Quand maintenant on gère des biens, c'est-à-dire des deniers publics, des deniers qui appartiennent à tout le monde, une fois qu'on les a utilisés, on doit pouvoir dire aux gens, voilà ce que j'en ai fait. Déjà, le peuple vous devra donc un satisfecit, des félicitations pour avoir fait le travail exactement comme cela se devait, mais dès l'instant maintenant que c'est le contraire, vous serez responsable parce qu'au moment où vous étiez choisi, vous n'étiez pas le meilleur, mais vous avez eu tout simplement la décision de Dieu, c'est-à-dire le décret divin, qui fait que vous êtes là où vous êtes. Alors, c'est la raison pour laquelle faire une reddition des comptes n'est pas politique, c'est une méthode de gouvernance qui s'impose donc à toute personne responsable à qui on lègue donc une administration ou bien tout simplement une responsabilité.
Voilà, en plus, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas exactement la notion de reddition des comptes et je crois que maintenant, ils vont bien comprendre exactement ce que ça veut dire reddition des comptes et motion de censure, surtout ça, la motion de censure. Est-ce que c'est la même chose? Non, 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 non. La motion de censure, c'est une pratique. C'est une pratique législative que l'on reconnaît à l'Assemblée nationale, par exemple. L'Assemblée nationale a une fonction principale qui est de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, durant sa législature, l'Assemblée nationale a le droit, quand le président de la République nomme un Premier ministre, de recevoir le Premier ministre, qui viendra faire, par exemple, ce qui va se passer sous très peu, la déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale n'est rien d'autre que de dire au peuple, à travers les représentants qui sont les députés, voilà ce que je vais faire en tant que Premier ministre avec les députés, plutôt avec les ministres qui sont derrière moi, qui constituent donc mon équipe. Parce que le Premier ministre ne définit pas la politique de la nation. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation, mais c'est le Premier ministre qui se charge de l'exécution. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à chaque fois que le président de la République prend une décision qu'on appelle un décret, là, le Premier ministre signe en bas et contre-signe. Maintenant, je voudrais juste dire aux gens que le fait pour le Premier ministre de signer en bas de la signature ou à côté de la signature du président de la République n'entraîne pas, cela n'est pas considéré donc comme une mesure de validité. Mais ça montre tout simplement que c'est le Premier ministre qui s'engage devant le président de la République à exécuter ce qui est contenu dans ce décret-là. Maintenant, par rapport à la motion de censure, on dit que quand le Premier ministre vient se présenter à l'Assemblée nationale pour décliner sa feuille de route, ce que l'on appelle donc sa politique générale, les députés ont la possibilité, s'ils ont 1/10 du nombre, par exemple, nous avons une Assemblée nationale de 165 députés. Nous aurons donc la majorité absolue qui sera donc à 83 députés. Si maintenant nous avons 1/10, c'est-à-dire 17 députés qui signent ce que l'on appelle la motion de censure, ils peuvent déposer cela. S'ils déposent cela, on convoque les députés qui maintenant devront voter. Mais si on obtient 83 députés qui votent pour la motion de censure, ça signifie que le Premier ministre va démissionner, l'ensemble des ministres qui sont dans son gouvernement vont démissionner et le président de la République maintenant sera obligé de choisir un autre Premier ministre. Cela ne l'empêche pas de reconduire le même Premier ministre, mais ça montre tout simplement que l'Assemblée nationale a exprimé donc un doute, par exemple une non-adhésion par rapport au Premier ministre et la feuille de route déclinée. Et à partir de là, bien sûr, le président de la République pourra choisir un autre Premier ministre et on continue. Par contre, si maintenant, par rapport à cette motion de censure, le président de la République constate que l'Assemblée nationale a déjà 2 ans d'existence et que l'Assemblée nationale a opposé une animosité, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement que l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec son Premier ministre, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. S'il dissout l'Assemblée nationale maintenant, on devra aller vers des élections législatives pour recomposer à nouveau donc l'Assemblée nationale avec d'autres députés. Les députés qui sont présentement à l'Assemblée nationale ont le droit, ou bien auront le droit, en cas de dissolution donc de celle-ci, de se présenter aux élections législatives qui seront organisées et s'ils sont réélus, ils reviendront en qualité de députés. Mais durant cette période, c'est-à-dire la période de la dissolution et la période donc de l'installation de la 15e législature, là, il y aura effectivement le président de la République qui voudra gouverner et on ne peut pas le lui empêcher. C'est la raison pour laquelle on va lui donner donc la possibilité de gouverner par des ordonnances. Une ordonnance, c'est en quelque sorte une décision qui est prise sous la forme d'un ordre que nous sommes obligés en tant que peuple donc d'accepter, ce qui veut dire clairement que le pays ne peut pas s'arrêter même s'il y avait la dissolution donc de l'Assemblée nationale ou bien le renversement du gouvernement. Alors, on peut dire que toutes ces décisions, c'est les décisions vers la transparence, en fait. Ça prône la transparence. Oui, ça montre tout simplement que nous sommes dans un pays démocratique.
quand on est dans un pays où il y a la démocratie qui vit, c'est là où l'on voit tout cela. Vous me dites qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas, qui ne savaient pas même pas ce que c'est qu'une motion de censure. C'est justement parce que nous avons une démocratie qui vit, on en parle. Vous allez au Mali, vous demandez à ces gens-là, ils ne penseront pas à cela. Parce que celui qui est là-bas et qui est un putschiste, qui a ses kalachnikovs, avec lui, il a l'armée, il a les munitions, il a dit à tous les politiciens, rangez-vous jusqu'à ce que je sois dans les dispositions donc d'organiser une élection, et une élection à laquelle je vais prendre part. Je fais un coup d'État, ensuite je vais participer à l'élection après avoir organisé le pays, ça veut dire que je continue. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Sans pour autant maintenant attaquer d'autres pays, je voudrais me concentrer sur notre pays pour montrer la magnificence et la vivacité de notre système démocratique et la maturité de nos hommes politiques, mais aussi de la maturité de la population sénégalaise. Alors, Mouchindia, vous êtes sûrement au courant de l'arrestation de Bah Diakité pour un jour à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais avant d'avancer au fait, sur son arrestation, que pouvez-vous nous dire au fait, sur la diffamation, l'injure en termes de droit? Mais voilà, ça c'est ce que tout le monde devrait pouvoir comprendre. Parce que nous, j'ai l'impression que la culture sénégalaise a elle-même créé ce que l'on appelle la diffamation, l'injure, la calomnie et la diffusion de fausses nouvelles. Vous-même, vous dites les cas, les caeuses, ou bien les caeurs, ou je ne sais pas quoi, les gens en tout cas qui s'attardent sur des discussions qui ne sont même pas donc avérées. Alors, quand une personne s'adresse à une autre personne, ce que l'on attend, c'est le respect vis-à-vis de la personne en tenant compte de ce que Dieu a fait de la personne. C'est-à-dire que la personne humaine est la plus belle œuvre divine. C'est-à-dire que la personne est ce que Dieu a de plus important. À partir du moment où moi je vous parle, je ne dois pas voir en vous une autre qualité que la dignité de la personne humaine que vous avez et l'honorabilité que vous avez en tant que femme. À partir de là, je me fais l'obligation de me réserver, d'utiliser toute arme pouvant vous vexer ou bien pouvant porter atteinte à votre honneur, à votre honorabilité. C'est ça maintenant que les gens doivent mettre en bandoulière, quel que soit le type de discours qu'ils entretiennent. S'il s'agit, par exemple, de ce que l'on voit souvent, quand on parle de diffamation, si vous allez dans le code pénal et au niveau donc de l'article 258 du code pénal, la diffamation, elle est définie, elle est clairement définie. On vous dit que toute imputation d'un fait, c'est-à-dire un fait qui existe, vous l'imputez à une personne. Vous dites que la personne a fait ceci, par exemple. Mais que cela porte atteinte à la considération de la personne. Porter atteinte à la considération d'une personne, c'est porter atteinte à son honorabilité. C'est lui manquer de respect. À partir de là, maintenant, on dit que si cette personne qui est visée sans que son honorabilité a été donc atteinte, la personne aura le droit de vous poursuivre devant les tribunaux pour diffamation. Et si c'est avéré, vous encourez donc une peine qui commence par une amende qui ira donc de 100 000 francs à 1 500 000, de 2 mois de prison qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison. Donc c'est assez sérieux. Une diffamation maintenant, il faudrait que les gens comprennent autre chose. Ce n'est pas parce que vous dites la vérité que vous ne diffamez pas la personne. Vous pouvez dire de la personne quelque chose qui est en soi vrai. Mais dès l'instant que cela porte atteinte à son honorabilité, la personne est fondée donc à vous poursuivre pour diffamation. Alors, à partir du moment où maintenant, ça porte sur la vie privée de la personne, le droit à écarter toute possibilité de défense. La seule condition qui vous est ici proposée, c'est quand la personne elle-même décide d'exposer sa propre vie privée en public. Et là, je crois que ça ne fait pas l'objet d'une réflexion. Quand une personne expose sa vie privée en public, il n'y a aucun problème, donc tout le monde peut en parler. Mais en matière de vie privée, même si ce que vous dites de la personne est vrai, même si vous détenez des preuves, ces preuves seront utilisées contre vous. Le juge va considérer qu'à la base, il y avait une intention
coupable, malfaisante, qui vous a conduit à garder ces preuves pour les utiliser plus tard contre la personne, toujours dans l'objectif de porter atteinte à son honorabilité. C'est pourquoi, ne serait-ce que par rapport à la dimension morale de la chose, le juge ne peut pas, sur le plan juridique, ce qui est clairement dit, ne peut pas vous laisser partir. Vous touchez à la vie privée de la personne, vous êtes condamné. D'accord. Est-ce la même chose pour des propos injurieux? Oui, l'injure, maintenant, est beaucoup plus malhonnête. Parce que l'injure est constituée d'invectives, mais des invectives orientées vers une personne dans le but de rabaisser la personne, de faire mal à la personne. Donc, de toucher l'amour-propre de la personne, mais de présenter la personne comme non valeureuse, c'est-à-dire vous rabaissez la personne, vous blessez la personne. Quand vous faites cela maintenant, peu importe les termes que vous utilisez, selon la culture à laquelle vous appartenez, l'essentiel, c'est que l'on sache que ce que vous avez dit de la personne, l'intention qui est sous-jacente, c'était de blesser la personne, c'était de rabaisser la personne. Donc, on considère que c'est une invective. À partir de là, maintenant, la mauvaise foi qui est à la base de ce que vous avez dit sera effectivement la raison pour laquelle le juge vous condamne. En cas d'injure, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Si vous injuriez quelqu'un ou bien vous diffamez quelqu'un sur la base de sa vie privée, ensuite vous cherchez 1000 avocats, on leur laisse le temps donc de faire leur plaidoirie. Ça n'empêche pas qu'on va vous condamner parce que c'est ça la loi. Maintenant, l'injure peut être contenue dans la diffamation. On peut diffamer quelqu'un en disant la vérité. Ça reste une diffamation. On peut diffamer quelqu'un en ne disant pas la vérité. Ça devient donc ici ce que l'on appelle donc une calomnie. La calomnie, c'est quand on ment dans le but maintenant de blesser la personne, dans le but de rabaisser la personne. L'injure est une manifestation de la mauvaise volonté de la personne dans l'utilisation de termes donc invectivants dont le but poursuivi est juste de blesser la personne, donc de faire mal à la personne. Ce qui veut dire que dans le même discours que vous avez fait, vous pouvez faire une diffamation sur une personne, calomnier la personne, injurier la personne. Mais cela peut exister aussi différemment parce qu'effectivement, on peut calomnier une personne sans que cela ne soit en réalité donc défini comme étant une invective ou bien une injure. Mais l'essentiel, c'est que les gens doivent s'en tenir à ce qui est dit. Toute personne a un droit au respect de sa vie privée. On n'a pas le droit de se mettre en public et surtout par un moyen de diffusion publique et s'attaquer à la vie privée des gens. D'accord. Alors, vu que vous êtes professeur, vous êtes aussi au courant de l'orientation en fait, des nouveaux bacheliers dans les écoles privées, dans les écoles supérieures privées. Quel commentaire, votre commentaire sur ça? Ouais, je dis que c'est assez encourageant parce que déjà, c'est donner plus de chance à des étudiants, c'est-à-dire à des élèves qui sont battus jusqu'à obtenir leur bac et qui n'ont pas envie d'aller faire ce que l'on appelle la formation universitaire classique, de faire une formation sur 2 ans, sur 3 ans peut-être, et si le master est compris sur 5 ans, mais dans une formation purement professionnelle. La formation professionnalisante maintenant a la particularité de vous rendre immédiatement opérationnel sur le plan professionnel. Donc, quand un jeune Sénégalais obtient son bac et qu'on lui dise « vous avez la possibilité d'aller dans les universités classiques et de faire une formation classique universitaire », ou bien aller dans un institut donc, qui vous formera à un métier de votre choix. Là, je crois que c'est vraiment donner la possibilité à ces jeunes-là. Le mérite, maintenant, va revenir forcément donc à celui qui avait inventé cela et qui l'avait, je crois, importé du Brésil. C'est le président sortant, le président Macky Sall. En 2012, il a décidé cela et cela a donné une chance à énormément de jeunes de rester dans leur terroir, donc dans leur localité, de faire là-bas une formation comment ça s'appelle, de s'épargner de la dure vie de Dakar, parce que la vie à Dakar a contraint certains jeunes
avec un potentiel intellectuel extraordinaire, a quitté les études, a abandonné les études. Si on en revient maintenant à cette formule et on l'organise au point que la formule qui sera financée par des fonds publics aille directement à ceux-là qui sont des ayants droit, il n'y aura pas de problème. Parce que dans la version Macky Sall, et quand on parlait donc de Macky Family, moi je suis un excellent témoin. Un excellent témoin. Jusqu'à présent, j'ai eu à faire des cours dans des établissements où on vous raconte du n'importe quoi, on bouffe votre argent, on ne vous paie absolument rien et on passe en bas pour aller récupérer des chèques au niveau du trésor, encaisser et partir. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont enrichis à partir des deniers publics en prenant l'argent qui a été donné par le gouvernement et en l'injectant dans des activités qui n'ont rien à voir à la formation, donc qui en réalité donc est l'objectif de base. Il faudra maintenant que le gouvernement, et je ne doute point que cela sera le cas, le gouvernement qui décide que cela sera repris, accompagne cela avec une surveillance stricte au point que les travailleurs qui sont dans ces écoles, vous m'interviewez dans une école. Je suis dans une école, j'ai les masters que je dois donc accompagner dans leur cours jusqu'à 21h. Ces établissements-là ont un personnel. C'est ce personnel-là qui se tue pendant que le directeur est à la maison ou bien en voyage. Les étudiants sont dans les salles. Ce sont les professeurs qui viennent, des professionnels, des académiques qui viennent faire la formation. À la fin, c'est le patron de l'établissement qui va récupérer le chèque, qui va voyager à travers le monde, qui va se faire donc une vie de boss à gauche, à droite et tout cela, en refusant de payer catégoriquement le salaire des travailleurs, en refusant de payer catégoriquement la rémunération des enseignants qui ont assuré la formation. Si cela doit être recommencé, maintenant il faut que effectivement le gouvernement prenne des décisions, une décision ou bien des mesures fermes d'accompagnement pour que tout travailleur de ces établissements qui recevront donc des étudiants orientés par l'État et de l'argent payé par l'État, que ce qu'on leur doit soit payé et de la manière la plus rigoureuse, de la manière la plus transparente. Il n'est pas question d'enrichir des gens parce qu'ils ont juste une école. Ils vont exploiter d'autres personnes qui vont faire le travail pour ensuite maintenant courir derrière leur salaire. Quelqu'un comme moi ne courira jamais donc derrière quelqu'un pour lui demander quoi que ce soit. Par contre, il faudra que l'on sache que c'est l'État qui paye. Et quand l'État paie, c'est pour soutenir le secteur privé. Quand on soutient le secteur privé, c'est pour donner des opportunités d'emploi à ces gens-là. Il faudrait maintenant qu'il y ait un grand débat autour de cela et que l'État pose ses conditions. Sinon, il y aura de la voyouterie dedans, des gens qui vont prendre de l'argent, qui vont s'enfuir, d'autres qui ont travaillé et qui n'ont pas été rémunérés, qui vont courir, qui vont aller à l'inspection du travail, ainsi que si. Nous sommes au Sénégal et il faudrait que les pratiques puissent changer et de la manière la plus sérieuse. Tout le monde réclame le changement sur ce côté. Alors, M. Ndiaye, merci. Votre dernier mot? Bon, je voudrais peut-être lancer juste un appel à la population après avoir adressé quand même mes félicitations à la même population qui est la mienne. Je voudrais tout simplement dire aux Sénégalais que moi, en tout cas, observateur sénégalais, intellectuel, je suis fier de ma population. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal entre 2021 et aujourd'hui, si on le met dans un film, d'autres personnes qui se réveillent dans les Caraïbes, en Amérique latine, quelque part en Europe, en Arabie, vous diront que c'est de la fiction. C'est de la fiction. Donc il faut vivre cela pour savoir que le peuple sénégalais est mature. Ce peuple sénégalais qui est suffisamment mature maintenant pour opérer ces changements restera aussi la sentinelle pour obliger ceux qui sont à la tête de l'État de faire le travail pour lequel ils ont été choisis. Et eux-mêmes, ils savent que le Sénégal a un peuple qui va se prononcer librement dans les urnes. S'ils ont envie de continuer à gouverner ce pays-là, ils auront à faire ce qu'on attend d'eux et non pas à faire autre chose. Par rapport maintenant à l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer toujours, je lance tout simplement un appel
à la jeunesse. Vous savez, une tête vide, ça fait beaucoup de bruit comme un tonneau qui est vide. Mais quelle que soit l'ingéniosité de la personne qui vous souhaite le paradis, cette personne ne pourra jamais vous transmettre une expertise tant que vous n'avez pas accepté donc d'aller étudier. Il est possible d'étudier. Étudier ne signifie pas aller à l'université. Savoir faire un fauteuil, c'est étudier. Savoir faire autre chose, c'est étudier. Il faudrait que les jeunes sachent que s'ils restent ici à crier le nom du président de la République, le nom du Premier ministre, sans avoir une qualification, sans avoir une expertise, sans avoir quelque chose qu'ils peuvent présenter, et en retour recevoir quelque chose, la situation de leur côté ne changera pas. Maintenant, il n'est pas tard d'apprendre. Il faut tout simplement accepter de s'investir pour se changer soi-même avant de prétendre à un changement plus global et holistique donc pour le pays. Alors, merci, M. Ndiaye. Alors, c'est de ça qu'on vous parlait tout à l'heure. On avait un entretien avec M. Ndiaye qui est professeur, juriste et consultant. Et il nous a donné des éclaircissements concernant certaines notions qui ne sont pas tout le temps claires dans nos têtes. Alors, merci et à bientôt. Kafamolu ngali konton kolen na jali yasilola. Iye kamben kabo dumunya bolodi.